Nous sommes le 22 novembre 2003 au Telstra Stadium de Sydney en Australie. C'est la finale de la Coupe du Monde de rugby. L'équipe d'Angleterre affronte celle d'Australie, les champions en titre. Les deux équipes se valent, en technique comme en motivation, c'est donc une rencontre hautement disputée. À l'issue de la deuxième période, le score est de 14 partout. Il bouge à peine pendant les prolongations, mais à moins d'une minute de la fin, on dirait bien que nous nous dirigeons vers un match nul, 17 points des deux côtés. Cependant, l'équipe d'Angleterre peut compter sur sa meilleure arme, l'ouvreur Jonny Wilkinson, 24 ans, qui vient d'enchaîner 19 victoires consécutives en sélection. Son équipe lui doit déjà 110 points dans la compétition, dont 4 pénalités au cours de cette finale. La 99e minute est bien entamée, en fait, il reste même moins de 30 secondes. Le demi de mêlée Matt Dawson passe le ballon à Wilkinson, la charnière fonctionne. Wilkinson drop, lance à peine un coup d'œil vers les poteaux, frappe du pied droit alors qu'il est gaucher, le ballon s'envole et passe entre les perches. Les Anglais deviennent alors champions du monde. C'est une victoire historique, la première fois qu'un pays de l'hémisphère nord remporte la compétition et toujours la seule à ce jour. Jonny Wilkinson devient Sir Jonny, il entre dans la légende à seulement 24 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur l'histoire de Jonny Wilkinson, le seul Anglais dont même les Français sont fans. C'est un nouveau format dans lequel je vous raconterai régulièrement des histoires autour du rugby, du sport en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires. Comment Jonny Wilkinson est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport et surtout, à quel prix? Jonny Wilkinson, né le 25 mai 1979 en Grande-Bretagne, il grandit à Cheltenham, une petite station thermale du Gloucestershire. La devise de la ville, connue pour sa source d'eau minérale aux bienfaits admis depuis le XVIIIe siècle, est Salubritas et Erudito, santé et éducation en latin, une phrase qui s'avérera prémonitoire dans la vie de Jonny. Dans la famille Wilkinson, le sport est une chose sérieuse. La mère, Philippa, jouait au squash dans l'équipe du comté. Et le père, Phil, était connu pour être très bon au cricket. Ainsi, avec son grand frère Mark, Jonny s'intéresse à de nombreux sports. Il s'essaye au cricket, au tennis et même à la natation, alors qu'ils sont tous les deux de mauvais nageurs. À chaque fois, quelle que soit la discipline, ils donnent tout. Nous détestions nager, mais nous participions aux compétitions de natation de l'école et on se disait « je déteste ça, j'aurais préféré ne pas le faire » et puis, dès qu'on se retrouve dans l'eau, on se dit autant y aller à fond. Mais la vraie passion de la famille Wilkinson, c'est le rugby. Jonny s'y met dès l'âge de 3 ans. Rapidement, il excelle. Alors, il persévère, il s'entraîne énormément, tous les jours. Jonny et Mark forment une alliance. Plus de compétition entre eux. C'est une perte de temps et d'énergie, mieux vaut s'entraider pour s'améliorer. De toute façon, le grand rival de Jonny Wilkinson, c'est Jonny Wilkinson. Ainsi, ce besoin de toujours assurer s'exprime même dans le cadre académique. Jonny n'aimait pas l'histoire géo, mais avoir de mauvaises notes dans cette matière ou dans n'importe quelle autre lui était insupportable. Alors il bosse dur. En cours comme sur le terrain. En 1997, il obtient son A-Level, l'équivalent du bac au Royaume-Uni, option biologie, chimie et français. Et d'ailleurs, nous verrons plus tard que son intérêt pour la langue et la culture française auront un impact dans ses choix de carrière. Jonny Wilkinson comptait poursuivre ses études à l'université, et d'ailleurs ses notes le lui permettaient totalement, mais son entraîneur, lui, avait une autre idée en tête. Steve Bates était demi de mêlée pour le club des London Wasps. Il a joué pour l'équipe d'Angleterre en 1989 et en 1995, il vient d'accepter d'entraîner les Newcastle Falcons, un club tout juste en voie de professionnalisation. Durant la courte période où Bates entraînait l'équipe étudiante du Lord Wandsworth College, il a immédiatement remarqué le talent de deux de ses élèves, les frères Wilkinson. Il leur propose donc à tous les deux de rejoindre son club. Jonny hésite un temps. Se professionnaliser tout de suite et donc abandonner les études lui permettra-t-il de réaliser son plein potentiel? Finalement, il accepte et s'installe à Newcastle, juste à côté de la frontière écossaise avec Mark, avec qui il partage donc une maison et une équipe maintenant. Sans surprise, Jonny impressionne tout le monde dès sa première saison. Il remporte presque immédiatement le championnat d'Angleterre avec son club et est d'ailleurs retenu en sélection nationale la même année. À ce moment-là, il n'a que 18 ans. L'équipe d'Angleterre n'avait pas invité un joueur aussi jeune à représenter le pays depuis la Première Guerre mondiale, presque 80 ans plus tôt. Pendant ce temps, Mark Wilkinson, qu'on surnomme Sparks, joue au poste de centre. Jonny le considère aussi bon, si ce n'est meilleur que lui, pourtant c'est le petit frère la star. Avec lui en demi d'ouverture, Newcastle remporte le championnat d'Angleterre en 1998, puis la Coupe d'Angleterre en 2001, et il la gagnera d'ailleurs encore une fois en 2004. Avec l'équipe nationale, il domine le tournoi Destination 2000, 2001
et 2003. Pourtant, Johnny, lui, continue à vivre très simplement, à s'entraîner sérieusement et ne laisse absolument pas le succès lui monter à la tête. Entre-temps, son père est devenu manager et absolument personne à Newcastle ne le traite comme un champion. Et puis, de toute façon, à Newcastle, on préfère le foot. En 2003, Johnny Wilkinson atteint les plus hauts sommets du rugby, c'est la Coupe du Monde en Australie et vous savez déjà comment ça se termine. Jamais la compétition n'avait été autant suivie. Les enjeux étaient clairs. Cette fois, le 15 de la Rose avait une vraie chance d'emporter le trophée Webb Ellis. L'équipe, coachée par Clive Woodward, peut compter sur d'excellents marqueurs comme Jason Robinson ou Josh Lucy. Mais surtout, Johnny Wilkinson est là. Il maîtrise toute la compétition. En 6 confrontations, il se positionne comme le meilleur marqueur de la Coupe du Monde. On croit, l'espace d'un instant, que le Pays de Galles va lui donner du fil à retordre. Les joueurs gallois inscrivent 17 points, mais Wilkinson en obtient 23 à lui tout seul. La rencontre se termine sur un score de 28-17. La demi-finale est un crunch. Après avoir remporté de confortables victoires face aux Fidji, au Japon, aux États-Unis et à l'Écosse, le 15 de France va donc devoir affronter les Anglais, ou plutôt affronter Johnny Wilkinson. Cette fois, il est l'unique auteur de tous les points de son équipe, 24, en 3 drops et 5 pénalités pour un score de 24-7. Nous avons un objectif et nous sommes à présent à un match de l'atteindre. Nous ne sommes certainement pas venus pour terminer second. Et puis, en finale, face à l'Australie, il y a ce drop et la victoire historique. Après ça, Wilco devient officier dans l'ordre de l'Empire britannique lorsqu'il est décoré par la reine Elisabeth II. Il a 24 ans et à l'époque, aucun sportif n'avait eu jamais droit à un tel honneur à son âge. Il devient l'un des principaux ambassadeurs de la marque Adidas. Le succès de Johnny Wilkinson contribue à faire évoluer la professionnalisation des joueurs de rugby ainsi que leur starification, que ça lui plaise ou non. Enfin, pour couronner le tout, Sir Johnny est nommé meilleur joueur du monde à l'occasion des prix World Rugby et personnalité sportive de l'année par la BBC. Bref, on peut dire qu'à l'issue de la saison 2003, Johnny Wilkinson avait réalisé tous ses rêves de joueur de rugby. Il a atteint tous ses objectifs et même plus. Et pourtant, il continue à se dire qu'il pourrait faire mieux, faire encore plus. Il ne souhaite pas s'arrêter là, il veut pousser les curseurs encore plus loin et ne réalise pas que lorsqu'on est déjà au sommet, on ne peut plus rien faire d'autre que redescendre. Johnny Wilkinson va entamer la période la plus difficile de sa carrière, mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut d'abord comprendre les raisons de sa réussite, parce que ce sont les mêmes raisons qui ont failli causer sa chute. Johnny Wilkinson est et a toujours été un perfectionniste. S'il est bon buteur, c'est parce qu'il a étudié son art pour le comprendre jusque dans les moindres détails. Chaque position, chaque angle de frappe est soigneusement réfléchi, rien n'est laissé au hasard. On l'a vu, il s'entraîne quotidiennement depuis son enfance. De son propre aveu, il a cessé de voir le rugby comme un jeu avant l'âge de 10 ans. C'est devenu du sérieux. Mais il ne travaille pas si dur parce qu'il est motivé, c'est réellement obsessionnel. À chaque fin de session de travail, il s'oblige à réussir 6 tirs parfaits d'affilée, dans différents angles. Si par malheur, il en manque ne serait-ce qu'un seul, la série est ruinée. Et il faut recommencer du début, en boucle, jusque tard dans la nuit si nécessaire. Évidemment, une telle rigueur dans l'entraînement se manifeste aussi dans son hygiène de vie. Il évite l'alcool et s'interdit la malbouffe. Il affirme même d'ailleurs en interview qu'on ne le verra jamais dans un fast-food, même pour utiliser les toilettes. Quand il rentre de l'entraînement, il mange jusqu'à 13 filets de poulet, il ne sort pas le soir, ne fréquente pas grand monde et, même au sein de ses équipes, il fait figure de joueur particulièrement sérieux. On se demande même s'il profite de son succès. Mais bon, tant que ça marche. Johnny Wilkinson est un joueur complet, aussi excellent défenseur et bon lanceur d'attaque, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a inscrit 277 points au cours des 4 éditions auxquelles il a participé. C'est aussi le 2e meilleur marqueur de tous les temps au niveau international, derrière le néo-zélandais Daniel Carter avec 1246 points. Et le 2e meilleur marqueur de l'histoire du tournoi des 5 et 6 nations. Mais sa spécialité à Wilco, c'est le drop, qui lui permet de faire basculer de nombreux matchs, que ce soit au moment d'une remise en jeu ou pour marquer des points. Johnny maîtrise le geste et la technique à la perfection. Quand il lâche le ballon de ses mains, puis le frappe du pied, du gauche ou du droit selon les situations, juste après ce petit rebond au sol, ça donne souvent un coup de pied parfait et inarrêtable. Pendant longtemps, c'était même lui qui gardait en vie la tradition du drop. De nos jours, on en voit quand même de moins en moins en match. Il faut dire que c'est quelque chose d'assez complexe, plus difficile qu'un essai classique, plus risqué qu'une pénalité, donc c'est assez difficile à mettre en place. Et puis bien sûr, on le reconnaît aussi à cette posture si particulière qu'il adopte avant de taper une pénalité. Les genoux rapprochés, les mains jointes, les fesses en arrière et le dos cambré. C'est une sorte de petit exercice zen qu'il a développé en 2001 dans le but d'améliorer son tir de loin. Parce que le grand ennemi de Johnny Wilkinson, c'est l'anxiété. Cette petite voix dans sa tête qui lui dit qu'il n'en fait pas suffisamment, qu'il ne va pas réussir. Quand on regarde la liste de ses accomplissements, on se dit qu'il a tout réussi et qu'il l'a d'ailleurs bien mérité et qu'il doit être comblé forcément. Et pourtant, c'est plus compliqué que ça. Pendant longtemps, s'entraîner à fond et éviter les distractions aidait Johnny à faire taire son anxiété. Mais après sa Coupe du Monde victorieuse, les limites d'un tel mode de vie allaient commencer à se faire sentir. Jusque-là, Johnny semblait inépuisable, mais à force de tirer sur la corde, son corps finit par souffrir.
À partir de 2003, Wilkinson enchaîne les blessures. À l'épaule, au bras, au cou, il s'est blessé d'à peu près partout. En 2004, une blessure à l'épaule l'oblige à arrêter plusieurs mois. Et lorsqu'il revient sur le terrain, en mars de l'année suivante, il se blesse à nouveau, quasiment immédiatement. La saison suivante, c'est une hernie qui le force à s'arrêter quelques temps, alors que tout le monde l'adorait, Sir Johnny devient la cible de nombreuses critiques. Alors, comme pour se rattraper, Johnny pousse encore plus fort et le regrette vite. En 2006, il se déchire le ligament du genou et souffre de vives douleurs au niveau des reins. Il s'arrête, reprend, doit s'arrêter à nouveau et commence à se demander s'il est toujours aussi fiable qu'autrefois. Il revient quand même pour la Coupe du Monde 2007 qui se tient en France. Et bien sûr, malgré les blessures, Johnny reste l'un des meilleurs réalisateurs de la compétition avec 67 points marqués. On est toutefois bien loin des 113 points marqués lors de l'édition précédente de la Coupe du Monde. L'histoire semble se répéter jusqu'à un certain point. En demi-finale, un nouveau crunch. Johnny réussit à faire très mal à la France en marquant 2 pénalités et encore un drop, bien évidemment. L'Angleterre atteint donc la finale. Johnny réussit une pénalité, ce qui fait de lui le seul joueur au monde à avoir marqué des points dans 2 finales de Coupe du Monde différentes. Mais bon, malheureusement, c'est l'Afrique du Sud qui repart avec le trophée. Quelques mois plus tard, en 2008, Johnny se fait une nouvelle vilaine blessure, une dislocation du genou, alors qu'il jouait avec Newcastle. Et il doit encore une fois s'arrêter de jouer quelques temps. Les mauvaises langues commencent à le surnommer l'éternel blessé du rugby. Pour Johnny Wilkinson, un choix s'impose, accepter que ce nouvel arrêt est en réalité une fin de carrière, ou alors radicalement changer sa façon de vivre le jeu. Il choisit la seconde option. En 2009, Johnny décide de tout changer. Il a une idée un peu folle. Il veut quitter son équipe de Newcastle pour rejoindre une équipe française. Pour bien comprendre en quoi c'est si étonnant, voire absurde, de voir l'un des plus grands joueurs de l'équipe d'Angleterre débarquer en France à l'époque, il convient d'évoquer la rivalité entre la France et l'Angleterre. D'abord, historiquement et politiquement, les deux nations ont souvent eu des relations compliquées. Depuis le XIIe siècle, il y a eu plus de 40 guerres franco-anglaises. Cette rivalité a été coloniale, économique, religieuse, culturelle, et ça a été comme ça à toutes les époques. Normal, pendant longtemps, la France et l'Angleterre ont été les 2 énormes puissances européennes, et elles se faisaient face avec juste la Manche pour les séparer. L'affrontement était donc souvent inévitable. Heureusement, de nos jours, cette rivalité se joue essentiellement sur les stades, et notamment en rugby. C'est en 1906 que la première confrontation Angleterre-France au rugby à 15 a lieu à Paris. Victoire anglaise, la France refuse d'en rester là. Les affrontements s'enchaînent les années suivantes, mais c'est seulement 21 ans plus tard que la France prend enfin le dessus sur un match, lors du tournoi des 5 nations de 1927. Après ça, les 2 équipes deviennent les meilleurs ennemis du rugby européen. Dans les années 80, on commence à parler du crunch à chaque rencontre France-Angleterre. La rencontre fatidique entre 2 des meilleures équipes de l'hémisphère nord. Alors, en 2009, lorsque Johnny Wilkinson, le joueur qui a crucifié 2 fois la France en demi-finale de Coupe du Monde, annonce qu'il veut rejoindre une équipe française, c'est le choc. Rappelons-nous du contexte. Johnny vient de se faire une sale blessure au genou qui l'a empêché de jouer plusieurs mois. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, c'est même sa 13e blessure majeure. Il souhaite s'offrir un nouveau départ et ne pense pas que ça puisse avoir lieu à Newcastle, ni d'ailleurs nulle part ailleurs au Royaume-Uni malgré les propositions. Alors, pourquoi pas la France? Johnny a toujours aimé la France, sa langue, sa culture, ses paysages. Quand il avait l'occasion d'y aller dans le cadre de compétition, il vivait ça comme des vacances. Pour lui, c'était toujours le meilleur moment de l'année. Mais il a un problème. Sa réputation d'éternel blessé a franchi la Manche. Malgré son palmarès, plusieurs clubs refusent purement et simplement de lui faire une offre. Perpignan, Clermont, Toulouse lui disent non. Finalement, c'est Mourad Boudjelal, alors président du RC Toulon, qui décide de tenter le coup. Beaucoup de gens considèrent ça alors comme un pari risqué, mais il va s'avérer complètement concluant. Le premier match de Johnny Wilkinson est une rencontre amicale contre Brive. Peu d'enjeux, mais quand même de la pression pour Johnny. Il doit alors donner tort à tous ses détracteurs et se faire une place dans sa nouvelle équipe et son nouveau pays. C'est un succès. Le RC Toulon remporte la rencontre, mais surtout, Johnny est tout de suite adopté par le public et ses équipiers. Chacune de ces actions déclenche des cris et des applaudissements. Les 10 000 spectateurs présents sont surexcités de le voir jouer en vrai. Mais surtout, ce qui plaît, c'est sa personnalité à Wilco. Il se comporte pas du tout comme une superstar, il est poli, à l'écoute, et lorsqu'il a l'impression d'avoir un peu trop bousculé un adversaire, il s'excuse. Et d'ailleurs, pareil auprès de ses coéquipiers lorsqu'il a la sensation de ne pas avoir assez bien joué. Lorsqu'il est sur la touche, il s'occupe aussi de distribuer les bouteilles d'eau à ses camarades. Tout ça, et en plus il joue bien. Johnny Wilkinson séduit très rapidement la France entière. Et le plaisir est partagé. Si Johnny admet que lui non plus ne savait pas trop à quoi s'attendre en opérant ce changement radical, il affirme finalement que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas autant goûté et apprécié l'atmosphère du rugby. La première rencontre en championnat avec sa nouvelle équipe se passe bien, elle aussi. Johnny inscrit 17 points face au Stade Français, puis il s'avère décisif dans la victoire suivante contre le Racing Métro 92. Et d'ailleurs, surprise, après une série de 9 matchs consécutifs, Johnny ne souffre d'aucun problème physique. C'est quasiment une première depuis 2003. Son passage à Toulon est ultra concluant. En 5 saisons, il aide son équipe à remporter la Coupe d'Europe 2 fois, en 2013
et 2014, époque à laquelle il est même promu capitaine. Johnny estime que cette période française l'a rendu plus créatif et surtout lui a redonné confiance en lui. Même en dehors des matchs, il semble plus ouvert et s'exprime plus volontiers, même en français. Il se sent d'ailleurs tellement bien en France que c'est dans le Var qu'il choisit d'épouser sa compagne, Shelley Jenkins, en 2013. Ce passage à Toulon, c'est le chapitre final idéal pour la carrière de ce joueur de légende. En 2014, il annonce se retirer à l'issue d'un match victorieux. Toulon bat Castres en finale du championnat de France 18-10, dont 15 points de Wilkinson, qui réalise un sans faute face au Perche. Au-delà de ses trophées, de ses titres et de ses records, Johnny Wilkinson a remporté une victoire rarissime dans le monde du rugby. Il est devenu le joueur anglais que les fans français les plus acharnés ont le droit d'aimer. Et cette réussite-là, Wilco ne la doit pas qu'à son entraînement rigoureux et ses éternelles remises en question. Ce sont son élégance, son fair-play, son humilité, bref, sa classe à l'anglaise qui ont fait la différence. Cependant, je l'ai évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, Johnny Wilkinson possède une part d'ombre qui a influencé toute sa carrière ainsi que sa vie professionnelle. Ces 10 dernières années, Johnny nous a révélé une version de lui-même que nous ne connaissions pas encore. En portant un regard critique et sincère sur l'homme et le joueur qu'il a été, on a ainsi pu découvrir que son humilité était en fait un symptôme profond d'un manque de confiance en lui. En effet, après un long travail sur lui-même, Johnny a décidé de parler publiquement de santé mentale et des défis émotionnels qu'il a dû relever. Dépression, anxiété chronique, troubles obsessionnels du comportement, et tout commence dès l'enfance. On l'a dit, Johnny a commencé le rugby très tôt. J'avais 3 ans, je portais une veste verte et des bottes. J'étais sur le côté du terrain de rugby avec mon père, qui faisait des passes avec une petite balle en plastique orange. Mon frère, Marc, jouait. Il avait 4 ans et moi j'étais sur les lignes de touche, à juste courir de long en large, à jeter cette petite balle. Mais très vite, le rugby a cessé d'être un jeu, alors que son père et son frère continuaient à s'amuser. Johnny, lui, prenait déjà ça au sérieux. Il fallait alors s'entraîner dur, trop dur, pour réussir. Pour lui, c'était devenu une question de fierté, mais aussi de peur. Cette peur de ne pas être à la hauteur de ses propres ambitions qui l'a poursuivi tout au long de sa carrière. Ce que son entourage a d'abord pris pour de la détermination s'est malheureusement très vite avéré être une forme d'anxiété chronique. Ainsi, Johnny se souvient que lorsque son père l'emmenait jouer des matchs, il devait souvent garer la voiture en urgence parce que Johnny était tellement stressé que ça le faisait vomir. Et lorsqu'il perdait, c'était la catastrophe. Impossible de le consoler. Des fois, c'était même impossible de le réconforter après une victoire. Parce que si Johnny n'était pas parfaitement satisfait de sa performance personnelle, c'était comme s'il avait fait perdre son équipe. Sur le mur de sa chambre, Johnny avait accroché une BD de Snoopy dans laquelle le personnage de Charlie Brown, caricature d'enfant anxieux, s'inquiétait de n'avoir aucune raison de s'inquiéter. Avec le temps, l'anxiété devient obsession. L'obsession devient performance et la poursuite constante de cette performance devient une dépression. Des périodes de doute insupportables pour Johnny. Il a même failli abandonner des matchs en s'inventant des fausses excuses pour ne pas avoir à jouer parce que la pression qu'il s'infligeait à lui-même était beaucoup trop forte. Après une défaite ou même parfois une victoire impactante, Johnny a souvent des idées noires, très noires. Whereas when I was playing rugby, my feet were not planted deep, they were shallow. Anything was knocking me around and I felt like it was a balancing act. I had to fight against this, fight against this, fight against this and hold on and survive and win a game, and it was just thank God for that, let's move on. Sa victoire en Coupe du Monde, Johnny ne l'a pas tout de suite savourée. À l'époque, une idée l'obsédait et s'il était passé à côté de sa vie, de son vrai potentiel. Il envie son frère qui, plus âgé d'1 an, a pu goûter à une vie normale avant de devenir pro. Il a des amis, des passions qui ne le dévorent pas. Johnny, lui, pense qu'il n'aura jamais rien de tout ça. Pourtant, il est entouré et soutenu par son frère Marc, notamment. On parlait tout à l'heure de cette habitude qu'avait Johnny de taper 5-6 coups de pied parfaits à la fin de chaque session d'entraînement et de recommencer en cas d'échec. Bah ça, typiquement, c'est une crise de TOC, de trouble obsessionnel du comportement. Quand on a l'impression d'être obligé de faire quelque chose qui nous fait souffrir alors que rien ni personne nous y oblige à part nous-mêmes. Johnny en parle très bien. Il dit que dans ces moments-là, il n'y avait que réussir sa série de buts qui pouvait calmer le démon dans sa tête. Ces longues nuits à recommencer, encore et encore le même exercice, Johnny pouvait compter sur Marc qui restait avec lui pour lui en renvoyer la balle patiemment, sans s'énerver. Quand on revient en arrière, en sachant tout ça sur Johnny Wilkinson, on comprend mieux ses choix et même ses gestes. Sa fameuse posture pré-pénalité, il l'a décrit lui-même comme son schéma personnel classique entre la passion et la peur. Dans ces moments où tout va trop vite, où ses doutes se mêlent à sa volonté de réussir, il savait qu'il avait besoin d'un moment pour lui, d'un instant de méditation pour se reconnecter au moment présent, et c'est ça la raison de cette posture. Avec le temps, Johnny a développé d'autres solutions pour aller mieux. Il parle de ses doutes, il a sa famille, il pratique la méditation selon les préceptes bouddhistes, il estime que sa vie s'est continuellement améliorée en vieillissant. Il a aussi créé une fondation qui s'intéresse au bien-être psychologique, notamment chez les jeunes, et invite chaque personne qui ressentirait les mêmes difficultés à chercher de l'aide et à trouver des solutions pour aller mieux. La détermination et le dévouement de Johnny Wilkinson sont les choses qui ont fait de lui un joueur immense. Mais ce sont ses qualités humaines et sa façon de se remettre en question qui ont fait de lui une légende. Au final, c'est en s'ouvrant aux autres et en acceptant ses propres limites qu'il a trouvé
trouver un équilibre dans sa vie. Avoir le courage d'en parler alors qu'il aurait pu simplement vouloir qu'on se souvienne de lui pour ses exploits, notamment en Coupe du Monde, c'est aussi ça, la grande classe de Jonny Wilkinson. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à me commenter votre ressenti sur ce format-là. Je me suis régalé à replonger dans l'histoire d'un si grand joueur. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les recommander en commentaire. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Nogodi. Ciao, ciao.